Bon lundi à tous, David Bocage au micro, déjà le 13e épisode de Dreadful Tape. Aujourd'hui, un épisode un petit peu différent parce que je vous présente quelqu'un que je doute que vous connaissiez. Il s'appelle Jack Han. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je lisais des articles. Je suis un grand fan d'Elliot Friedman, le reporter de CBC, et de Bob McKenzie qui écrit pour TSN. Et puis les gars parlaient d'un gars qui s'appelle Jack Han. Et je sais c'est qui Jack Han. C'est un gars qui allait avec moi au secondaire. Et là, j'ai réalisé, attends une seconde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est devenu? Et là, j'ai fait mes recherches et c'est un gars qui est très poussé dans l'analytique de hockey, les statistiques avancées, qui prennent de plus en plus place dans le monde du hockey. On peut le voir comme avec le directeur général des Coyotes de Phoenix, John Chayka, qui est un gars de statistiques avancées qui a été promu comme directeur général. Maintenant, c'est vraiment une manière de penser, un peu l'effet Moneyball depuis c'est pour ceux qui ont lu le livre ou vu le film avec Brad Pitt, c'est vraiment comme une nouvelle tendance. Et lui, dans le fond, c'est comme, il y a vraiment, Jack Han, il a vraiment comme attiré l'attention de ces gars-là. D'ailleurs, vous pouvez aller lire sur Internet, taper Jack Han et Bob McKenzie. Dans Google, il a écrit un story sur lui, un peu son background, tout ça. Bob McKenzie, excellent article qui présente bien le gars. Anyway, on va en parler dans le podcast. Et aussi, Elliot Friedman l'avait name droppé dans sa fameuse revue hebdomadaire, son article hebdomadaire 30 Thoughts, qui écrit à chaque semaine. Donc, j'ai rentré en contact avec lui. J'ai dit salut, comment ça va? Puis ça te tenterait-tu de venir me jaser ça? Donc, voici mon entretien avec Jack Han sur un peu l'évolution du hockey, la vision différente d'un gars qui s'est fait remarquer surtout parce que il fait sur Twitter, j'avoue que ça serait un point de départ pour si vous le connaissez pas, il fait des petites vidéos très courtes sur Twitter où il montre, en fait, il explique, il vulgarise des portions du hockey, comment sont marqués les buts, la manière que Gretzky et McDavid utilisent la vitesse, les deux, mais de manière différente. Donc, faut aller taper ça un peu sur Google en écoutant le podcast, quelque chose, c'est vraiment intéressant. Puis, il est comme en pleine un peu ascension dans le monde du hockey. Donc, j'ai retrouvé un genre de mini conventum avec un gars de mon secondaire. Donc, voici ma rencontre avec Jack Han. Dreadful Tape avec David Bocage. Alright, on est avec Jack Han. Bienvenue à Dreadful Tape, Jack. Ben, je t'appelle Jack. En fait, on est allé au secondaire ensemble. Il faut juste spécifier d'entrée de jeu que je t'ai jamais appelé Jack de ma vie. Non. Parce que à l'époque où on s'est connus, tu t'appelais Ming Long. Ce qui est mon nom chinois. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis quand tu vas à une école secondaire avec juste des gars, quand ça s'appelle Ming Long, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de mauvaises blagues qui vont être faites. Ouais. Mais d'ailleurs, ça m'a toujours fasciné comment les Chinois, souvent, vous changez de nom comme pour un nom comme nord-américain. Puis comment ça marque? Pourquoi t'as choisi Jack? T'as-tu vu comme un film? T'as-tu vu comme 24, t'es comme OK, Jack Bauer ou genre Jack Sparrow, OK, c'est Jack que je veux. C'est comment ça marche pour comme magasiner un nom, genre? Non, dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est quand j'avais 4 ans, j'étais encore en Chine. Je suis né là-bas, j'ai passé les 6 premières années de ma vie là-bas. Mm-hmm. Puis j'avais des cours d'anglais, puis c'était une Américaine qui donnait ces cours-là, puis elle donnait des noms en anglais pour tous les élèves finalement. Okay. Puis en général, c'est comme ça que ça se passe. Là. Puis toi, dans le fond, c'est là que t'as appelé Jack? Ouais. Puis je l'ai toujours gardé. C'est juste. Puis en fait, avant d'arriver à Brébeuf, je me faisais appeler Jack. OK. Mais la première journée, je suis arrivé en secondaire 3, OK? Puis on était 4 nouveaux dans la classe. Puis le gars devant moi, son nom c'était Jacques Simon. OK? Puis là, il était assis littéralement devant moi là. Puis là tu sais, la prof est comme Jacques Simon Rabéficia, c'était ça son nom. Mm-hmm. Puis elle est comme non madame, appelez-moi Jacques. Puis là dans ma tête, j'étais comme oh shit, genre ça va être trop similaire. Qu'est-ce que je fais genre ouais, puis en plus la prof elle dit tu sais comme tu sais t'es jeune là en secondaire 3 puis j'avais le feeling que la prof se moquait de ce gars-là un petit peu parce que tu sais c'est vraiment pas nice, tu sais, à cet âge-là que un adulte tu sais il te respecte pas. Fait que là, j'étais comme, bon, ben... T'es en mode défensif, tu fais. Ouais, fait que je suis mieux de rien dire. Fait que là,
j'ai passé les 3 prochaines années à me faire appeler Meng Long par tout le monde. T'as-tu pensé pendant une seconde, genre, je suis dire que je m'appelle Marc-André? T'as-tu pensé? Non, juste comme un nom. Non. Parce que il y a juste comme les Asians qui peuvent get away avec, genre, s'en tirer avec changer de nom. Comme si moi, je suis comme, OK, mais maintenant, appelez-moi Marcus. Les mots vont être comme, ta gueule, Dave. Non, mais tu sais, genre, si tu déménages en Chine, là, tu vas te magasiner un nom chinois comme en 5 minutes. Right. Comme, parce que c'est dur à prononcer David Bocage. Ouais. En chinois. Fait que, tu sais, ils vont trouver quelque chose. Ça serait quoi mon nom chinois? Je sais pas. J'espérais que t'as comme une réponse vraiment comme, ben, selon la table, c'est ton nom, je regarde dans rangée 3, ok, c'est Ning Hao Fu. Ok, bon, parfait. Donc, complètement, je t'ai envoyé un message pour que tu viennes faire un tour au podcast parce que de plus en plus, je voyais ton nom dans les médias. Ouais. D'abord, l'année passée, tu étais cité dans la rubrique hebdomadaire de Elliot Friedman, qui s'appelle 30 Thoughts, qui est très suivi par les fans de hockey. J'étais comme, premièrement, juste le temps que je cache que c'était toi, Jack Han. Deuxièmement, cet automne, début de l'hiver, tu as eu un article de Bob McKenzie sur tsn.ca qui relate un peu ce que tu faisais. Dans le fond, explique-nous, en fond, parce que tu travailles pour McGill, l'Université McGill, pour l'équipe féminine de McGill. Ouais. Tu fais des vidéos. Puis ce qui t'a un peu amené dans l'œil public, si on veut, c'est que tu fais des vidéos. Tu as un compte Twitter qui est assez suivi, là, c'est par là que ça se passe d'abord. Tu fais sur ton compte Twitter, tu publies de manière hebdomadaire ou combien de fois? C'est quoi quand ça me tente. Quand ça te tente, tu publies des vidéos de hockey sur les tactiques, sur de l'analyse de hockey. Dans les petites vidéos d'une minute et demie, c'est comme bien compacté, bien expliqué. Puis tu t'expliques un peu des situations de jeu d'une manière que moi personnellement j'avais jamais vu, tu sais, de manière assez bien expliquée, assez bien vulgarisée pour que tout le monde comprenne des aspects du hockey. Fait que c'est quoi exactement dans le fond que tu fais pour McGill, puis comment un peu ça s'est passé, puis comment t'as commencé à être un peu connu entre guillemets, de remarquer des gens du hockey? Ben c'est ma 3e saison à McGill, puis disons que je suis en charge de toute la préparation qualitatif, c'est-à-dire vidéo, et quantitatif, c'est-à-dire statistique. Okay. Donc les informations là, je dis ça, at large, c'est mettons tout ce qui est vidéo, tout ce qui est statistique. J'aide les entraîneurs à préparer nos joueurs avant une game. Donc les petites rubriques que tu vois sur Twitter, c'est je dirais ça ressemble assez à ce que notre coach présente à nos joueurs avant une game. Okay. Sauf que au lieu d'avoir tu sais, quelqu'un qui t'explique devant toi, ben je le compacte dans un petit vidéo, puis comme ça tu peux le regarder quand tu veux, où tu veux. Dans le fond, c'est que tu as appliqué ce même procédé-là, mais à des jeux de la Ligue nationale. Tu as dit, OK, ben dans le fond, je vais prendre ça. Puis là, tu l'as mis. Tu sais, c'est un bon entraîneur, il te fera un processus similaire, mais en personne. Okay. Donc vraiment, il va te montrer des exemples, des contre-exemples, identifier c'est quoi les habitudes, il faut que tu adoptes, puis c'est ça. C'est comme ça que tu apprends à jouer au hockey. Toi, c'est comme ça que dans le fond que tu as commencé. Parce que toi, dans le fond, tu as joué au hockey mineur un petit peu dans ton secondaire sans être un gars nécessairement de haut niveau ou de faire ça. Toi, tu as commencé à jouer au hockey plus tard, justement, par le temps que tu arrives au Canada, tout ça. Quand tu es arrivé à McGill, dans le fond, toi, c'était en marketing que tu étudié. Puis, dans le fond, toi, c'est le hockey, ça t'intéressait. Puis, toi, dans le fond, ce qui t'intéressait à la base, c'était les statistiques avancées ou les statistiques en général? Ben, ce qui m'intéressait à la base, ce qui m'intéresse encore, c'est la question pourquoi je suis pas meilleur au hockey. C'est mais c'est intéressant ça. On a passé 3 ans à Brébeuf ensemble, puis c'est une question qui me revenait souvent. Là. C'est comment ça se fait que j'étais de la merde. Comme quoi, c'est ça qui fuel la créativité. Ouais. Fait que toi, dans le fond, tu as commencé à te poser cette question-là, puis c'est là que tu as commencé à comme essayer de comprendre mieux, dans le fond, le hockey. T'sais, même quand j'étais au secondaire, j'écoutais beaucoup le hockey, mais aussi j'essayais d'écouter le hockey d'un point de vue comment je peux dire ça, critique. Là. T'sais, par exemple, mes joueurs préférés, c'était Ilya Kovalchuk. Right. Puis à un moment donné, j'avais trouvé une compilation de tous ses buts. Fait que là, j'essayais de comprendre. Tu sais, Kovalchuk, c'est un excellent joueur, il patine bien, il manie bien la rondelle, il a un super bon tir, mais c'est quoi les habitudes qu'il adoptait pour avoir du succès. Puis j'avais vu que les 2 trucs qu'il faisait, c'est il tirait beaucoup des tirs de poignet, puis 2, il tirait beaucoup de one-timer. Fait que j'ai passé, mettons, 4 ans à perfectionner mon tir. Là, puis
Fait que là, rendu en secondaire 5, ma shot était pas mal bonne, mais même si je savais pas patiner, je connais des buts pareils. C'est, dans le fond, c'est comme ça que tu as commencé à observer les gars. Ouais. Bob McKenzie, tu as fait un article sur toi. Comment ça s'est passé, en fait? Comment Bob McKenzie, pour moi, c'est un peu une référence. Là. C'est un gars qui est très respecté dans le domaine du hockey. Qui est très pertinent encore, puis intéressant. Comment ça s'est passé? Comment il est rentré en contact avec toi? Comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé? En fait, comment ça s'est passé, c'est que... tu sais, ça faisait déjà un bout de temps que je connaissais Elliot Friedman, puis Michael Farber aussi, c'est un journaliste très reconnu. C'est-tu des gars qui t'avaient contacté aussi? C'est Michael Farber, c'est un ami de la famille, puis Michael Farber puis Bob McKenzie, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble à TSN. Okay. Fait que sûrement que Bob, il me connaissait déjà un petit peu indirectement là. Okay. Puis là, à un moment donné, il m'a suivi sur Twitter quand j'ai commencé à faire mes vidéos d'une minute. Ça, c'est à peu près vers quel moment que tu as commencé les vidéos? L'été 2016 peut-être. Okay. Fin genre Coupe du Monde. Comme c'est récent là. Ouais. OK, c'est très récent. Ouais. OK. Fait que il m'a suivi sur Twitter, puis ça faisait longtemps que je parlais avec mes amis qui étaient aussi dans la communauté, mettons, statistique avancée. Ouais. Puis il y en a beaucoup d'entre eux qui disent pas de très bonnes choses sur des coachs, parce que en fait, si on regarde les entraîneurs de la Ligue nationale, c'est très difficile de séparer l'effet des coachs du résultat de l'équipe, des résultats de l'équipe, parce que mettons, tu as un excellent coach. D'après les modèles statistiques, il ajoute pas tellement de valeur à une équipe. Mais moi, d'après mes expériences à McGill et ailleurs aussi, je trouve que un coach, c'est vraiment quelqu'un de très important aussi. Là. Puis je me disais, qu'est-ce que ça ferait d'avoir des gars qui sont bons en stats, qui savent qu'est-ce qui apporte de la valeur dans le hockey? Qu'est-ce que ça donne si tu mets ces gars derrière un banc? Puis mon instinct naturel, c'est que ça serait un désastre parce que ce monde-là connaissent pas le hockey, connaissent pas comment enseigner. Fait que puis là je me suis dit vu que j'ai déjà entraîné un petit peu le hockey aussi, ce serait un bon challenge, puis c'est une bonne direction à explorer là. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec les statistiques, puis à l'aise avec les concepts, mettons plus haut niveau, puis quelqu'un qui est aussi capable d'expliquer et d'enseigner le jeu de hockey. OK. Puis là, j'ai envoyé un message à Bob, on a commencé à jaser, puis j'ai expliqué un petit peu ce que je voulais faire, puis il a dit, écoute, je pense que ça ferait un article qui est le fun. Puis est-ce que vous êtes rencontrés pour l'article ou vous êtes parlé seulement? On s'est parlé beaucoup au téléphone surtout. OK. Ouais. Fait que tu l'as pas encore rencontré en vrai? Non, en vrai, peut-être je l'ai croisé à un moment donné dans une aréna, mais on s'est jamais vraiment parlé en personne. OK. Ouais. Puis dans le fond, lui, c'est ça, il je savais pas que c'était aussi récent les vidéos. Il fait un article sur toi, tout ça, puis il relate que dans le fond là, ça a comme un peu attiré l'attention des gens du hockey, puis même que de différentes ligues, donc comme l'NCAA, les ligues juniors majeures au Canada, la ligue américaine, East Coast même, qui sont des ligues professionnelles. Est-ce que tu as eu des offres d'emploi dans le fond de ces genres de ligues-là, si on veut? En tout cas, je collabore avec une équipe en ce moment. Je dirais c'est très temps partiel. J'essaie de comprendre un petit peu leur niveau de compétition, c'est quoi leur priorité, tout ça, puis en même temps j'aide leur entraîneur-chef à comprendre un petit peu les concepts avec lesquels je travaille. Fait que c'est vraiment c'est plus un processus d'adaptation que je fais là. Parce que vraiment ma première priorité jusqu'à la fin de cette saison, c'est d'aider McGill à aller chercher un championnat provincial puis ensuite national. Okay. C'est ça. Puis donc je vais devoir être à Montréal la plupart du temps. Fait que ça limite un petit peu mes options, mais en même temps ce que je fais, c'est que je suis pas obligé de me déplacer toujours là. Fait que tu peux envoyer des trucs par ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont très intéressantes que tu as publiées qui touchent à différents concepts comme la manière que les buts sont scorés au hockey, la vitesse, la manière qui est utilisée par les concepts comme la vitesse relative là, qui est utilisée par Crosby ou McDavid. Allez faire un tour sur sa page Twitter pour aller voir, c'est assez intéressant. Puis quand tu parlais de coach tantôt, comment c'est important un coach, mais que c'est pas tout le temps à valoriser, tu parles beaucoup souvent c'est une équipe que tu aimes beaucoup suivre, c'est les Maple Leafs. Puis je pense que c'est un bon exemple justement de pourquoi Mike Babcock est autant
un coach respecté à la Ligue nationale. Il a pas la meilleure équipe. Il a même fini dernier l'année passée. Puis en ce moment, il est en train, puis ça, c'est des trucs que tu décortiques dans tes vidéos. Il est en train de développer des systèmes de jeu qui expliquent un peu pourquoi les Maple Leafs en ce moment sont excellents. Ben, ils sont offensivement, ils sont excellents. Défensivement, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais en même temps, je pense qu'il y a une vision derrière ce qu'ils font. OK. Donc, parce que la Ligue nationale, c'est vraiment une ligue qui est orientée vers les résultats. Donc, si on pense, le joueur moyen, il reste avec la même organisation pendant peut-être 2 ans. Le coach moyen, il reste 3 ans. Peut-être le DG, il reste 5 ans. C'est des cycles très, très courts. Ouais. Donc, tu dis combien de victoires ou même combien de buts je suis prêt à sacrifier à court terme pour avoir un retour à long terme. Donc, si pour toi, le long terme, c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans, c'est pas la même chose que si long terme pour toi, c'est 20, 25, 30 ans. Comme dans le cas pour Peter Smith à McGill, l'entraîneur avec qui je travaille. Donc, pour nous, on sait qu'on va avoir une joueuse pour 5 ans. Okay, c'est à 90% sûr qu'elle va toujours être là. Donc, la première année, c'est des choses qu'on travaille. La deuxième année, on ajoute d'autres affaires. Troisième année, quatrième année. Là, rendu 4e, 5e année, on sait que la joueuse, elle est bien formée, puis elle va pouvoir être le noyau de l'équipe. Donc, on est capable de mieux encadrer nos joueuses parce que y a une vision claire, il y a un plan qui est très clair. Mais si c'est une équipe qui congédie son entraîneur à chaque 18 mois, c'est très, très difficile d'instaurer cette vision-là. C'est la différence avec les Leafs qui ont pris un engagement de 8 ans avec Babcock, qui disent lui va rester. Exactement. Fait que vous, les joueurs, emboîtez le pas dans la culture ou le système qui est implanté. Hein. Ouais, c'est ça. Ce qui est très rare dans une équipe. C'est rare que les équipes de la Ligue nationale envoient cette espèce de message-là. Ben, c'est normal parce que c'est les joueurs qui drive le résultat, en fin de compte. Tu sais, t'as beau avoir le meilleur coach dans la Ligue nationale, il n'y a pas assez de temps pour développer ses joueurs. Il y a trop de matchs, il n'y a pas assez de temps entre les matchs, son mandat est trop court, donc avoir les meilleurs joueurs, c'est une solution passe-partout. Ouais. Ils ont demandé à Mike Babcock après la World Cup, c'était quoi son secret? Il gagne tout le temps la médaille d'or, la coupe. Puis il a répondu une chose, il a juste dit c'est facile, c'est des bons joueurs. Ouais. Il dit, je veux juste vous rappeler que j'ai fini dernier l'année passée dans la Ligue. Ouais. C'est un peu ça, tu sais. Tu t'es allé à McGill aussi, t'as fait ton bac en marketing. Puis après ça, t'as comme eu une job pour les Canadiens. Ouais. Mais je sais pas exactement qu'est-ce que t'as fait. En fait, c'était-tu pendant que t'étais à l'école ou c'était après? Non, c'était après. Okay. J'écrivais pour le site web. OK. Donc, vraiment, c'était un travail de... Ça n'a même pas rapport aux statistiques rendues là, c'était que... Ben, j'étais dans le département marketing, mais c'était vraiment plus du journalisme. Okay. Puis à un moment donné, j'ai essayé d'incorporer plus de concepts statistiques, là. Okay. Comme par exemple, c'était en 2013-2014. C'était quelle année que t'étais là? Okay. Ouais. Puis à la date limite des transactions, sont allés chercher Thomas Vanek. Ouais. Si tu te souviens bien. Contre Sébastien Kohlberg, puis un choix de deuxième ronde. Ouais. Puis là, l'affaire, c'est qu'ils sont allés chercher Vanek, puis il a fait vraiment plein de points, plein de buts avec Pacioretty puis Desharnais vers la fin de la saison. Mais pour moi, l'avantage vraiment que ça procurait à l'équipe, c'est que ça permettait à Lars Eller, à René Bourque, puis à Brian Gionta de se réunir sur un troisième trio. Donc, j'avais écrit une chronique dans le temps, c'est peut-être 2 jours avant la série contre le Lightning de Tampa Bay. Ouais. J'ai dit la clé du succès pour les Canadiens, c'est si le troisième trio il est capable d'avoir des match-ups, ça va très bien se passer pour eux. Puis cette année-là, René Bourque, Lars Eller, Brian Gionta, il était excellent en série comme troisième trio. René Bourque avait eu une grosse. Il y a eu de très grosses séries. Daniel Brière qui jouait sur le 4e trio avec Dale Weiss, puis je pense que c'était Bournival. Okay. Eux aussi, il avait très très bien performé parce que justement, si tu regardes le hockey d'un point de vue plus objectif, tu vois que quand tout le monde est dans leur bon siège, mettons, comme l'équipe performe mieux. Puis c'était ce genre d'analyse-là que j'essaie d'amener plus parce que, tu sais, j'aurais pas pu parler de Corsi pour un fan des Canadiens. C'est trop à pousser. Ça aurait été trop loin, mais tu sais, j'ai commencé à essayer de pousser la réflexion un petit peu plus. OK. Fait que toi, dans le fond, ton mandat, eux, ils t'avaient donné un peu... Est-ce qu'ils te donnaient carte blanche pour écrire ou...
Ben, à un moment donné, je me suis fait dire que ce que j'écrivais, c'était un petit peu trop, c'était trop avancé, puis que j'étais pas coach, puis tu sais, finalement, j'étais qui pour dire ça, là, tu sais. Dans le fond, ça, dans le fond, c'est tes employeurs qui te disaient ça? Ouais, c'était comme, tu sais, garde ça plus simple, garde ça entre les lignes, là, puis tu sais, mettons, je dirais, j'ai une relation assez similaire. Tu sais, je me compare pas à Piquet Souban, là, mais la relation que Piquet Souban a eue avec ses supérieurs, c'est une expérience similaire pour moi avec mes supérieurs. Quand tu travailles pour le Canadien? Ouais. Dans le sens c'était comme plus conservateur. C'est ça, genre, tu sais, Keep it simple. T'essaies de trop en faire, puis c'est pas ta place, puis tout ça, là, tu sais. Tu relates à Piquet Souban? Beaucoup. Tu vas peut-être te ramener, tu vas peut-être travailler pour Nashville à un moment donné, on sait jamais. On sait jamais, mais l'un de mes rêves dans la vie, c'est de gagner quelque chose avec Piquet Souban. Comme l'année que je l'ai côtoyé, je peux dire, il a jamais dit un mauvais mot à personne cette année-là. C'était un gars très sympathique, c'est un gars très très authentique. Puis issu d'un milieu qui, tu sais, son père c'est un grand fan de hockey, mais tu sais, je le vois comme, on a le même âge, mais c'est un exemple pour moi parce que, tu sais, il y a un désir, il y a un soif de faire quelque chose de spécial. Puis ça, je respecte ça. Quand tu étais avec les Canadiens, dans le fond, tu étais là pour une année. Ouais. C'est quoi que tu as appris? Parce que toi, tu voyageais avec l'équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'étais comme un peu dans les avions, t'étais là tout le temps, dans le fond. Je faisais un voyage sur 3, mettons. Okay. On était plusieurs à se partager ces responsabilités-là, mais oui, j'étais souvent avec l'équipe. C'est quoi que tu as appris, dans le fond? C'est quoi que tu te souviens de toute cette année-là? Tout ce que tu as appris, de voir l'arrière-scène d'une équipe professionnelle, surtout quand tu viens de Montréal, puis l'équipe de Montréal, c'est tellement comme presque spirituel, là, Claudette. Puis c'est tellement immaculé, là, tu vois un peu toutes les failles, toutes les bas, les failles, mais tu vois l'arrière-scène. Je peux dire que j'ai assez bien mangé cette année-là. C'est vraiment la première chose que au Centre Bell, dans la galerie de presse, tu sais, t'as les hot dogs. Ils ont amené les presses à hot dogs du Vieux Forum. Ah, c'est ça, hein? True story. Ouais. T'as le cart de dessert. Ouais, le gâteau. Ouais, tu sais, tout est à volonté. Dans l'avion de l'équipe, là, tu sais, du décollage qu'à la fin, ça arrête pas, là. T'as du fromage, t'as des petits, t'as des crudités, t'as des boissons, tout ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. C'est quoi, y a quelque chose que du côté plus hockey, du côté plus, maintenant que dans le coaching, un peu tout le côté plus hockey ou le business side, est-ce des trucs que t'as fait comme ok, wow, qu'est-ce que t'as appris que t'aurais pas su si t'avais pas été, tu sais? Ben tu sais, même avant de travailler pour les Canadiens, j'ai des amis qui sont dans le sport, qui sont vraiment des athlètes d'élite, là, puis tu te rends compte rapidement comment c'est des individus qui sont comme toi et moi, là. Tu sais, c'est des célébrités, ils sont très riches, sont très bons à ce que, ils sont vraiment dans l'élite. Mais tu sais, c'est du monde qui ont des inquiétudes, qui ont des craintes, qui ont des peurs, tu sais, qui ont des déprimes, qui ont des hauts et des bas. Puis je peux vraiment dire que tu sais, ça me tente pas de changer ma place avec eux nécessairement. Tu sais, c'est pas du monde que je me dis je suis super jaloux de leur situation. Non, c'est, tu sais, ils ont leur challenge et les miens, puis on vit avec. Là. C'est un peu moins magique quand tu le vois de proche, dans le sens que ça reste que c'est la vraie vie de proche, là, c'est ça? Ouais, c'est moins magique, mais c'est plus vrai. Ouais, c'est ça. Ça donne une différente appréciation de ce qui arrive parce que comment je peux dire ça? Quand tu choisis d'être athlète, ça devient moins fun plus tôt dans la vie. Parce que ça te devient un travail, hein? Oui. Tu sais, t'as des enfants de 10, 11, 12 ans qui sont sur la glace 7 jours sur 7. Ils ont beau aimer le hockey, mais c'est pas aussi c'est plus magique pour eux là. Mm-hmm. Ils travaillent fort, ils développent leur talent, ils font des sacrifices. Mm-hmm. Fait que c'est ça, ça vient une industrie à un jeune âge. Ouais, je comprends. Fait que comme avec les Canadiens, est-ce que c'est un contrat d'1 an dans le fond, puis ouais, c'est ça. Dans le fond, est-ce que c'est que t'aurais voulu continuer de travailler là, ou c'est que dans le fond après 1 an, est-ce que c'est que tu aurais voulu continuer puis ils t'ont pas renouvelé, ou tu aurais voulu rester? Ou tu voulais t'en aller, ou je sais pas. Non, ça a pas été renouvelé, puis je me suis dit en même temps c'est une opportunité de faire d'autres choses. Là. C'est là dans le fond que tu t'es ramassé à McGill? Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, quand t'as approché McGill, dans le fond, c'est que là tu voulais coacher ou tu voulais te rapprocher du coaching, dans le fond, c'était ça ton but?
C'était Peter, il avait besoin d'un coach vidéo. Ça, donc ça c'est le coach en chef de McGill. Ouais, c'est ça. Okay. Il avait besoin de quelqu'un qui était relativement bon en informatique pour l'aider à... L'équipe féminine aussi, excuse-moi, je sais pas si on sait pas. Ouais. Quelqu'un à l'aider à décortiquer les vidéos pour lui. Fait que parce que lui, il passe beaucoup de temps à regarder les vidéos, tout comme n'importe quel autre entraîneur de haut niveau. Là. Donc, tu sais, j'ai un assistant qui m'aide à filmer nos games, mais c'est moi qui opère le laptop où est-ce que tu as un logiciel d'analyse vidéo. Donc, c'est moi qui fait ça. Puis à partir de ce logiciel-là, je suis aussi capable de compter certaines statistiques dites avancées qui ont été prouvées d'être très efficaces. Je trouve ça qu'il est important que tu adresses le truc des statistiques avancées parce que l'autre jour, je réalisais que c'est tellement récent dans l'histoire du hockey, les statistiques avancées. Comme je parlais à mon père qui habite un peu au Canada depuis quelques années, puis juste le temps, au moment où il est parti, ça existait même pas. Hein. Comme en 2009, 2010, les gens parlaient pas de ça. Les statistiques avancées, ça existait pas. On parlait pas de Corsi, on parlait pas de... Est-ce que tu peux nous expliquer les espèces de... les plus courants, dans le fond, je pense que c'est le Corsi, le Fenwick, puis... Je préférais prendre d'autres approches, c'est-à-dire c'est quoi le but de jouer un match de hockey? Ben tu veux gagner, c'est ça, normal. Ouais. Fait que c'est quoi le moyen de gagner? Ben soit que tu scores plus de buts que ton adversaire ou soit que tu en alloues moins. C'est la même chose. Ouais. Puis relativement récemment, on a découvert, prouvé et reprouvé que la manière de scorer plus de buts que ton adversaire, c'est de prendre plus de lancers au filet que lui. Okay. Ce qui, à la base, semble pas si scientifique que ça, mais qu'on peut aller plus... C'est des affaires bien basiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, si on constate que cette logique-là est vraie, si on va chercher des joueurs qui ont un track record prouvé que quand ils sont sur la glace, ils ont plus de lancers pour que contre, que d'aller chercher ces joueurs-là, ça va aider à ton équipe de gagner plus de games. Fait que c'est ça qui fait que c'est des bons joueurs de hockey. OK. Fait que c'est juste ça. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Ah, c'est ça. Ça, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. En fait, je veux juste savoir, parce que, tu sais, souvent, même les fans de hockey, ils lisent puis ils savent pas, en un mot ou en une phrase, c'est quoi, c'est Corsi, parce qu'il y a des termes qui reviennent que les fans veulent savoir. Ouais. C'est Corsi, Fenwick, puis il y en a un autre, je pense. PDO. PDO, PTO, en fait. Donc, Corsi, c'est... Le nombre de tentatives vers le filet. Donc, si tu rates le but, si ton lancer se fait bloquer, si c'est le gardien qui fait l'arrêt ou si ça rentre dans le net, c'est un événement Corsi. C'est une tentative. Une tentative, c'est ça. Le Fenwick, c'est tout ce qui est pas bloqué. Donc, on peut s'imaginer, il y a des gars qui sont pas bien bons puis qui font juste shotter sur les jambières, c'est la défensive adverse. Que leur tir, ça rentre pas, ouais. Si ça se rend pas au filet, c'est un Corsi, mais c'est pas un Fenwick. OK. Fenwick, c'est ce qui est converti en guillemets, si on veut. Là, Fenwick, c'est les tirs qui ratent le filet ou les arrêts ou les buts. OK. Mais les tirs qui passent un certain stade. Ouais, c'est puis ça. Le PTO, c'est... En anglais, c'est PDO. PD, OK. Je pensais que c'était PD. Okay. Ouais. C'est ton pourcentage d'arrêt plus ton pourcentage de tir. Donc, dans le fond, c'est que avant, c'était juste le pourcentage d'arrêt d'un gardien de but. Mais dans le fond, ça comptabilisait pas à quel point il y avait de lancers, c'était ça, dans le fond? Non, ce que c'est que, tu sais, je viens de te dire que le hockey, c'est un jeu de volume. Donc, tu vas avoir un plus grand volume que ton adversaire. En principe, là, mettons 9 fois sur 10, si tu as plus de volume, à long terme, tu es une meilleure équipe. Mais, le PDO, dont la valeur moyenne est de 100, c'est ton pourcentage d'arrêt plus ton pourcentage de tir réussi. Okay. Fait que si t'es capable d'avoir, mettons, 80% des shots au but, mais ton gardien, il est pourri, tu vas perdre des games parce que ton PDO, il est très bas. Okay. Parce que la moitié de l'équation, c'est-à-dire son pourcentage d'arrêt, il est très bas. On passe notamment à la Caroline. Okay. C'est une bonne équipe de transition. Ils prennent beaucoup de lancers au filet. Ils en allouent peu. Mais Cam Ward est tellement mauvais qu'il perd des games à tour de bras. Okay. C'est ça, c'est prouvé statistiquement. C'est le PDO, c'est quelque chose qui est assez volatile.
Donc, c'est vrai qu'il y a un certain pourcentage de talent là-dedans. Ouais. Comme par exemple la Caroline. OK? C'est, quand t'as pas des bons joueurs, quand t'as pas des bons gardiens, ton PDO va être plus bas. Okay. Mais d'année en année, c'est assez volatile dans la Ligue nationale, puis ça va tout le temps se rabattre vers 100. Okay. Donc, mettons, les Canadiens, c'est le contraire. Carey Price est excellent, Pacioretty est excellent, Plekanec tire bien, Gallagher s'est converti beaucoup. Donc, leurs PDO vont normalement être un petit peu plus élevés. Okay. Mais, comme tu vois l'an passé, là, c'est des affaires qui arrivent, des blessures, de la malchance, whatever. Ton PDO, il est très bas, soudainement, tu fais plus essayer. Ça change complètement, Ouais, c'est ça. Est-ce que tous ces chiffres-là, qui sont relativement récents, il y a quelques années, les équipes de la Ligue nationale n'avaient pas d'employés aux statistiques avancées, c'était même pas un poste qui existait. Puis là, récemment, c'est comme une nouvelle affaire qui existe, tout ça. Est-ce que à quel point c'est pris en compte par les... Parce que tu sais, c'est une mentalité très old school dans le hockey professionnel. Puis c'est depuis récemment, c'est tous ces chiffres-là, à quel point c'est interprété, puis c'est par les directeurs généraux, tu sais, des gens qui sont comme qui viennent du hockey, qui disent moi j'ai des connaissances de hockey, j'ai des gut feeling. À quel point c'est utilisé les statistiques avancées par les équipes, puis si c'est utilisé de quelle manière? Ça, c'est dur à dire parce que ça varie beaucoup, là, mais je dirais le problème fondamental, c'est que de un, les statistiques avancées, c'est pas récent. C'est depuis les années 50 que ça existe, là, les choses qu'on comptabilise. T'as un monsieur qui s'appelle Lloyd Percival, qui a écrit un livre qui s'appelle The Hockey Handbook, okay, dans les années 50. Okay. Puis ce livre-là, ça a été exporté à l'Union soviétique. Puis Anatoly Tarasov, c'était ça sa Bible. Okay. Puis dans ce livre-là, The Hockey Handbook, ça expliquait déjà les concepts d'efficacité de sortie de zone, d'entrée de zone, différentiel de lancer. Donc, à la base de tout ce qui est efficace qu'on utilise aujourd'hui, ça existait déjà dans les années 50. Puis les Soviétiques ont bâti tout un programme autour de ça. Anatoly Tarasov, qui est comme un peu le père du hockey russe, c'est lui qui a comme dans le fond développé le style d'entraînement des Russes. Donc c'est drôle parce que ça, j'imagine le livre est écrit par un Canadien. Ouais, c'est ça. Donc ironiquement, le hockey russe découle du hockey canadien. Lloyd Percival, c'était la risée du hockey canadien dans les années 50. Là, personne le respectait, puis finalement, 50 ans plus tard, on voit que c'était un visionnaire. Puis ce gars-là, dans le fond, son livre, il a juste pas été pris au sérieux quand il est sorti. Pas ici, en tout cas. Je pourrais dire, ouais, c'est ça. Parce que l'influence a pas été immédiate du tout. Ouais. Puis lui, dans le fond, il tenait ces concepts-là, il en faisait déjà, il en prenait déjà note, puis tout ce qui était l'analyse de la partie. Il y avait pas, mettons, les ressources technologiques qu'on a aujourd'hui, mais l'idée de base était déjà là, certainement. OK. Wow. Fait que dans le fond... c'est très malheureux, là. Tu vois, t'as des visionnaires qui sont pas respectés dans leur temps, là. Mettons, c'est Nikola Tesla, c'est un autre, mais... C'est qui, lui? Tesla, c'est le gars qui a inventé l'électricité, le courant... C'est courant direct ou alternatif, mais c'est... OK, dans le fond, tu veux dire dans tous les films. C'est ça, les génies, les innovateurs, c'est où tu parles des artistes ou des écrivains, comme t'as plein de monde de même. Ils sont reconnus a posteriori. Ouais, c'est ça. Tu sais, avec toute l'analyse hockey, maintenant, il y a beaucoup de chiffres. Tu sais, toi-même, tu te fais connaître par l'analyse du hockey, puis comment tu décortiques. Est-ce que tu trouves, peut-être pas, parce que toi, dans le fond, t'es de l'autre côté du spectre, mais qu'en ce moment, le hockey est peut-être sur-analysé ou sur-décortiqué, sur-pensé. Est-ce que ça freine un peu la créativité dans le hockey? Que tout soit aussi, tu sais, labelé, puis tout ça. Est-ce que c'est, il y a quelque chose d'un, tu sais, des fois, quelque chose d'un peu déprimant là-dedans ou... C'est comme on perd un petit peu la dignité humaine là-dedans. Je sais pas, il y a quelque chose de comme, OK, attends, si dans le fond les joueurs c'est que des robots, peut-être c'est moins intéressant. Je sais pas, y a-t-il quelque chose des fois que tu fais, OK, ouais. Je sais pas. Non, mais je vois un petit peu où est-ce que tu veux t'en aller avec ça, puis je pense qu'en effet, c'est quelque chose auquel que je pense relativement souvent. Puis je me dis... regarde, on va tous mourir un jour. Il y a 7 jours dans une semaine. Il y a 24 heures dans une journée. Fait que comment on peut utiliser la technologie? C'est ça, c'est la technologie. Pour maximiser notre temps sur la planète, puis de maximiser notre travail, finalement. Puis en fait, l'approche que je prends avec les entraîneurs avec qui je travaille, là, c'est, tu sais, je veux qu'il y ait un meilleur nuit de sommeil à chaque soir.
T'sais, je veux pas qu'ils passent tout leur temps à regarder des vidéos, à regarder des stats. Je veux leur présenter, mettons, des pistes de solutions qui leur permettent de pouvoir se déconnecter à un moment donné puis se reposer, parce que le repos, c'est un avantage, là. C'est un avantage analytique que les Canucks de Vancouver ils exploitaient il y a peut-être 5-6 ans. Ouais, au niveau des heures de sommeil. Ouais, c'est ça, mais si tu te reposes bien, tu manges bien, t'as un bon esprit d'équipe, tout ça, c'est des choses qui sont essentielles. Ouais. Puis, si on est capable d'identifier les problèmes, puis d'aller chercher des solutions objectives, ben tout mène vers ça. Là. Ouais, je comprends. Ouais. Un peu une manière, l'exemple qui était dans le plus mainstream, si on veut, l'espèce des statistiques avancées puis de son usage, c'est Moneyball. C'est le livre Moneyball qui est devenu le film avec Brad Pitt. Ouais. Est-ce que tu as lu le livre? Est-ce que tu as vu le film? Plusieurs fois. Tu as lu le livre plusieurs fois? Ouais. Puis tu as vu le film? Plusieurs fois. Plusieurs fois aussi. Ça te rejoint, j'imagine, parce que c'est un peu ton... Moi, j'ai quelque chose qui me fascinait par rapport à Moneyball que j'ai réalisé, parce que c'est vrai que c'est intéressant, de faire comme, OK, attends, lui, il arrive avec une approche différente, puis justement, il se bat contre des gens qui disent, non, mais nous, on connaît ça. Mais il y a quelque chose que j'ai réalisé récemment qui est un peu, je me fais l'avocat du diable, là, mais, tu sais, Moneyball, oui, c'est une belle démonstration de, c'est les résultats qui importent, puis on va par les résultats, mais ça reste que Moneyball, oui, c'est intéressant comme démonstration, mais ça reste que ça n'a pas marché, si on veut, c'est ce que je veux dire. Dans le sens que il a pas gagné le championnat parce que ça reste que dans le fond. Ça a pas marché, mais ils ont pas fini dernier non plus, là, parce qu'il y avait la plus petite masse salariale de. C'est ça, dans le fond, c'est que son concept a été repris par une équipe qui avait un minimum de salaire puis qui avait un minimum de talent dans les Red Sox, puis dans le fond, ça a marché. C'est juste que lui, c'était comme l'autre spectre, l'extrême du spectre, dans le fond, qui avait pas les moyens. Mais est-ce que Moneyball, puis ça, c'est ça qui a un peu allumé en toi le désir de faire ça avec le hockey, ou? Ben, faudrait vraiment que je pense, c'est comme ma position là-dessus, là, mais je pense que le message, c'est que même quelqu'un qui connaît pas beaucoup de ton sport pourrait t'apprendre quelque chose. Ouais. Comme le regard extérieur, peut-être, ouais. Un exemple très personnel, là, c'est quand j'étais jeune, je commençais à jouer au hockey. Mon père venait pas souvent me voir jouer parce qu'il était très occupé avec son travail, puis lui, de toute façon, lui aimait pas ça, rester dans l'aréna, puis je pense qu'à Brébeuf, j'étais peut-être le seul gars de l'équipe qui avait pas un lift après la game, parce que mon père, il travaillait encore, puis fait que je rentrais chez moi en métro. Avec une poche de hockey? Ouais, pas évident. Mais j'ai fait ça pendant les années, fait que, en tout cas. Mais mon père, des fois, quand il venait me voir jouer, peut-être 3 fois par année, là, puis là, il me dit... pourquoi tu dompes la rondelle? Tu sais, me semble si tu gardais la rondelle, t'as plus de chances d'aller prendre un lancer après. Puis c'est quand j'avais 13-14 ans, puis je savais que mon père savait fuck all du hockey, j'étais comme ok, père, genre laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, c'est ça. Mais tu sais, avec le temps, ça a été prouvé que si tu dompes la rondelle, tu vas être beaucoup moins efficace que si tu faisais des entrées de zone contrôlées. Fait que mon père, quelqu'un qui savait fuck all du hockey, avait reconnu une vérité essentielle du jeu que j'avais manqué malgré le fait que je jouais au hockey depuis des années. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je me rappelle de cette mémoire-là, puis je me dis, Chris, il y a des affaires qu'on sait pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi que j'ai lu récemment? Je pense que c'est Bob McKenzie qui citait au niveau de la stratégie d'expansion des Golden Knights. Puis il disait, il relatait, je sais pas si c'est une histoire de ton grand-père, quelque chose. C'est quoi, en fond? C'est une vieille conte chinoise. OK. Dans le fond, c'est là on parle de par rapport à comment les Golden Knights vont... ça va être quoi leur stratégie ça va être quoi pour compenser pour le manque de talent en début d'existence? Ça va être très difficile. Tu sais, mettons, tu parles de justement, on revient à Moneyball. Tu peux employer un excellent entraîneur-chef avec les Golden Knights, avoir une excellente stratégie de draft d'expansion, une excellente tactique dans un match, puis ils vont peut-être finir 18e au lieu de 28e. Puis c'est ça, là. Tu sais, un succès phénoménal va faire que tu vas rater les séries de peu. Puis si tu sais pas ce que tu fais, ben tu vas avoir un choix de première ronde très élevé, là, tu sais, genre. Est-ce que pour une équipe d'expansion, ironiquement, sont pas mieux de finir 28e puis d'avoir un très haut choix repêchage puis de construire au lieu de finir 18e puis avoir un moins bon choix, tu sais?
Je sais pas. En tout cas, faut que tu aies une vision à ce niveau-là, puis pas vivre du jour le jour pour dire que comme on va faire des affaires qui font pas de sens à long terme pour gagner une game. Là, je comprends. Ouais. Tu sais, toi, t'es un gars qui est dans les chiffres, c'est ça ta job, t'es dans les chiffres, t'es dans les statistiques, t'es dans les faits. Il y a aussi une grosse partie, sinon ça serait juste mathématique, mais une grosse partie du hockey, du sport, de la vie qui est pas tangible autant que dans les trucs. Qu'est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de sceptiques là aussi au hockey, des statistiques avancées. Ouais. Est-ce que des fois tu te dis, OK, ouais, mais les chiffres ont leurs limites, tu sais? Ou on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Non, c'est vrai. C'est absolument vrai, mais si tu fais pas attention aux faits, les chiffres, c'est un fait. Ouais. C'est des faits, ben tu risques d'avoir l'air pas mal cave. Puis de faire des affaires vraiment niaiseux, puis dire des affaires vraiment niaiseux qui ont pas de sens. Je te donne un exemple concret, là, OK? J'écoute beaucoup RDS. Puis say no more. Non, mais ils font des efforts, c'est correct. Mais ils ont souvent des discussions en antichambre avec des anciens joueurs des Canadiens. Puis il y a un ancien capitaine des Canadiens qui est rendu analyste à RDS, marqueur de 40 buts en 92-93, qui a, je pense, la saison passée, critiqué l'inconstance offensive de Max Pacioretty, qui disait Max Pacioretty, il fait 35 buts par année, ce qui est excellent. Il fait 60 points par année, ce qui est excellent, mais 2 matchs sur 3, il marque pas. Okay? Ce qui est vrai, c'est un fait. Okay? Mais là, il dit, de ces faits-là, il dit que à cause de ça, Max Pacioretty, c'est un joueur qui peut donner plus, qui est inconstant, qui a pas de leadership, etc. OK? Fait que là, tu sais, quand il a dit ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que la personne qui a dit ça, c'est un joueur avec un style assez similaire à Max Pacioretty, côté production offensive. Ouais. Puis là, je suis allé voir la statistique de sa meilleure saison, où est-ce qu'il a scoré 40 buts. À ce joueur-là? Ouais. En 92-93. Ouais. Okay. Est-ce que ses initiales sont V et D? Possible. Okay. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, 2 matchs sur 3, c'était là, il a pas marqué de but. Fait qu'il est en train de critiquer à Pacioretty ce que lui-même a fait dans sa meilleure année. Fait que, tu sais, je veux dire... À fond, c'est sûr que si ça, tout est que dans l'opinion et pas dans les faits, on peut déraper, là, c'est ça. Qu'est-ce que tu trouves, toi, dans le hockey qui n'est pas comptabilisé dans les statistiques? Qu'est-ce que tu dis, les affaires importantes qui fait que tu gagnes des games, les joueurs qui sont importants, que tu dis, statistiquement, ils paraissent mal, mais ces gars-là représentent exactement ce que tu peux pas trouver dans des chiffres au hockey, tu comprends? Ou vice-versa aussi, comme tantôt on en parlait juste avant dans ton nom, les joueurs qui sont des légendes de hockey, mais que tu dis, moi, statistiquement, tel ou tel joueur, on pourrait argumenter qu'ils ont fait une démonstration de, tu comprends? Ben le hockey, c'est... comment je peux dire ça? Dans une équipe, mettons, de 20 joueurs, un coach ou un DG va avoir raison 90% du temps. Ouais. OK. Ce qui veut dire qu'il évalue mal 2 de leurs joueurs sur 20. Okay. Ce qui est pas pire, là. C'est un taux de succès pas pire. Ouais. Okay. Mais 2 joueurs, c'est la différence entre faire les séries puis pas faire les séries. Ou gagner la coupe puis pas gagner la coupe. Ouais. OK. Tu sais, mettons... en fait, c'est quelque chose que Peter Smith m'a dit. Là. Il a dit... tu sais, quand tu coaches, c'est facile de gérer tes joueurs de premier trio et tes joueurs de quatrième trio. Parce que tes joueurs de premier trio, c'est tes meilleurs joueurs de toute manière. Tu sais, ils vont performer. C'est clair. Puis tes joueurs de quatrième trio sont juste contents d'être là. Mais comment tu fais pour aller rejoindre tes joueurs de deuxième, troisième trio? C'est intéressant. Parce que t'as des joueurs de deuxième trio qui pensent qu'ils devaient être sur le premier trio. Ouais. Puis t'as d'autres qui pensent que sont juste assez bons pour le quatrième. Tu sais. Ouais. Fait comment tu fais pour comme aller les encadrer, les motiver, leur donner aller chercher le meilleur. Ouais, d'aller chercher le meilleur, leur donner des bonnes attentes. Ouais. Puis c'est ça qui est difficile. Puis c'est ce genre de joueurs-là que les statistiques identifient que peut-être les coachs et les DG ont de la misère à identifier. C'est une variable très difficile à cerner. Hein. PA Parenteau. Ouais. Exemple. Ouais. David Dernay, autre exemple. Alexis Emelin, autre exemple. Tu sais, c'est des gars que, peu importe, là, sont dans l'alignement. C'est des joueurs qui devraient jouer, mais où? C'est ça la question. Sont pas clairement top 6 ou bottom 6, sont mid 6, ce qui fait que c'est difficile à
mettre leur valeur. Ils sont difficiles à évaluer. Exactement. Fait que toutes les variantes. Ton sens de la vulgarisation du hockey avec tes vidéos, tout ça. Je sais que dans l'article avec Bob McKenzie, tu dis que tu vas être coach éventuellement. Mais justement, tout ce qui est vulgarisation, expliquer le hockey, surtout justement, tu as nommé des exemples comme à l'antichambre ou dans les médias québécois, des fois. Est-ce que des fois tu t'es dit, ben là, les médias, c'est quelque chose qui m'intéresserait, d'aller dans les médias au Québec, puis de rehausser, parce que tu voulais qu'on en parle justement du hockey au Québec. C'était quoi en fait, tu voulais parler à ce niveau-là, au hockey au Québec, il y avait un certain retard par rapport au reste. Ben je trouve que c'est au Québec, je trouve que il reste beaucoup de choses à améliorer parce que à cause de la langue, je pense qu'il y a certaines connaissances qui ne se rendent pas ici. Comme par exemple, je parle relativement bien le français, j'écris relativement bien en français, mais j'ai jamais été motivé de faire du contenu en français parce que je sais que pour le même heure de travail, je rejoins 10, sinon 20 fois plus de personnes en anglais qu'en français. Donc, c'est peut-être de ma faute que je fais pas ça puis je devrais. Mais si le niveau de retour c'est 20 fois ce que je peux faire en français, pourquoi je le ferais pas juste en anglais? T'sais? Puis c'est le même genre de réflexion, je pense, qui existe pour d'autres personnes là, qui sont capables de faire ça en français mais qui le font pas. Quelles connaissances tu penses qui se sont pas rendues ou dans quelle plus précisément dans quelle sphère tu trouves que le Québec est en retard sur le reste? Ben surtout dans tout ce qui est statistique avancée. Parce qu'au Québec, je pense qu'il y a peut-être 5 personnes avec qui je pourrais avoir une conversation éclairée sur le sujet en français. Il y a 5 personnes. On est 8 millions de personnes au Québec. Il y a 8 millions de personnes juste dans la ville de New York. Tu sais, c'est... Des fois, est-ce que tu dis que c'est une belle opportunité, par exemple, tu sais, mettons qu'on regarde l'autre penchant de la médaille, c'est une belle opportunité pour un gars comme toi, dans une société, une espèce de micro-société américaine francophone, de faire, ben, je vais d'initier un changement dans l'éducation, si on veut, des fans de hockey québécois, voici l'information que c'est pas encore rendue à tout le monde, puis que vous devriez savoir, surtout que c'est factuel, c'est intéressant, c'est informatif. Des fois, tu disais, ben, ça pourrait être une niche, ça, qui serait intéressante, justement, à couvrir, vu qu'elle n'est pas couverte ici, dans les médias. Ben, c'est certainement une niche, puis je commence à avoir un intérêt ou un enthousiasme à découvrir cette partie-là du jeu. Mais en même temps, une niche demeure une niche, donc ça prendrait plus que ce soit viable. Récemment, il y a un journaliste de Radio-Canada qui m'a contacté pour avoir mes suggestions, parce que lui voulait partir une chronique régulière sur la statistique avancée au hockey. Puis ça doit faire peut-être 1 mois et demi, 2 mois, puis j'ai jamais une nouvelle de ce gars-là, parce que je pense que son éditeur lui a juste dit, écoute, il y a pas assez de personnes qui aiment ça. Ça vaut pas la peine. C'est dommage. En même temps, c'est le genre d'affaires qu'il faut initier, j'imagine. Si tu demandes la permission, tu vas te faire dire non, mais les gens, en général, si tu les informes sur ça, ils vont accepter l'information pour comprendre puis se mettre à jour, surtout sur... Parce que c'est ça, peut-être quelque chose dans les médias ou au hockey québécois, vu que je sens que c'est plus restreint, on est beaucoup dans l'opinion. C'est toujours tout est dans l'opinion. Parce que les statistiques, c'est des faits, puis c'est... Il manque peut-être du côté informatif, puis que peut-être justement des gars dans le marché qui est plus gros, donc... que ce soit anglophone, canadien ou américain, il y a pas quelque chose là-dedans qui t'intéresserait, d'aller faire le défrichement des terres. Hein? Ben honnêtement, je pense que le meilleur moyen de faire ce défrichement-là, c'est d'embarquer sur un voyage qui va m'amener côté coaching, puis de faire de quoi avec ça, puis comme ça, si j'ai des résultats tangibles auquel me référer, c'est ça qui va donner de la crédibilité à ce mouvement-là. Parce que si tu regardes, parmi les francophones dans la Ligue nationale, il y a personne qui fait ça. OK. Justement, c'est une niche intéressante. Tu parlais justement avec Bob McKenzie que toi, ce que tu voulais, c'était coacher. C'était ça ton but ultime? Éventuellement? Ouais, mais tu sais, on parlait de la statistique qui ne capture pas tout ce qui est dans le hockey ou tous les intangibles. Je pense que le coaching, ça fait partie de ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de dignité dans l'enseignement, à aider les autres personnes à comprendre le jeu ou à améliorer leur connaissance du jeu ou d'améliorer leur maîtrise du jeu. Puis c'est ça que je veux faire. Écoute, mon grand-père, c'était un prof d'école. Il a enseigné au primaire pendant 40 ans.
Ma grand-mère a enseigné, mon père a enseigné, c'est dans ma famille, puis c'est quelque chose que je veux faire. Là. C'est en ce moment tu fais beaucoup de vidéos, t'es là-dedans, tout ça, le coaching, ça implique justement tellement de choses différentes là, parce que toi dans le fond c'est que t'es vraiment éduqué sur tout ce qui est stratégie, mais toi le coaching c'est pratiquement tout est dans, c'est de la psychologie, c'est de l'enseignement, c'est du charisme, c'est de la relation humaine. C'est tellement d'autres connaissances. Est-ce que des fois tu te dis, OK, moi je veux commencer à être bon là-dedans, tu sais? Oui, c'est sûr. Si oui, tu commences par où? C'est des choses à travailler. Puis je pense que j'ai déjà une base dans certaines de ces choses-là, par rapport à mes expériences. Mais tu sais, j'ai 27 ans, là. Je veux dire, tu sais, j'ai peut-être encore 25 ans à apprendre à perfectionner. Puis, tu sais, je me dis, ce qui est impossible demain est inévitable dans 10 ans. Donc, c'est quoi, dans le fond, toi, tes prochaines steps, dans le fond, c'est quoi ton plan going forward pour devenir, si tu veux commencer à coacher, dans le fond? Ben, tu sais, déjà, je parle avec plusieurs entraîneurs-chefs à différents niveaux pour voir s'il y aurait besoin de moi sur le banc ou, tu sais, dans un rôle plus direct. Comme assistant ou... Ouais, on va commencer par ça, tu sais, dans une ligue moins élevée, là, disons. Puis on va voir. T'sais, peut-être que je serais bon, peut-être que je serais pas bon. Fait que on verra. Si là, justement, avec tes vidéos, t'as été contacté par de la NCAA, la Ligue américaine, en tout cas, je sais pas, confirme-moi, East Coast ou whatever, si t'as des possibilités de monter dans des équipes professionnelles immédiatement, mais dans un rôle qui est pas de coaching, qui est dans un rôle de plus de vidéos ou justement d'analyse ou de statistiques, est-ce que c'est quelque chose que tu prendrais pour quand même avoir l'expérience professionnelle? Ça dépend toujours de la situation puis des personnes avec lesquelles je vais travailler. Tu sais. Une chose qui est que la statistique avancée m'a appris, c'est la qualité de tes coéquipiers va déterminer ta destinée, alors que la qualité de ta compétition va peut-être juste influencer tes résultats à court terme. Donc, tu vas vraiment bien t'entourer dans la vie. Je pense que c'est une philosophie qui s'applique en général. Tu sais. Est-ce que des fois tu te dis, OK, mais je vais manquer de sujets pour mes capsules? Tu sais, des fois, vu que tu couvres un sujet, t'en couvres un autre, des fois tu te dis, OK, mais là, à un moment donné, je saurais plus de quoi parler. Est-ce que des fois t'as des pannes, genre de syndrome de la page blanche des statistiques? Non, parce que je pense qu'il y a la valeur dans la répétition. Donc, si tu retournes à des idées que tu as déjà abordées, tu vois comment ta pensée a évolué ou ta compréhension a évolué. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans, parce que tu dis, écoute, peut-être qu'il y a 2 ans, je pensais ci, mais là, je vois que c'est pas tout à fait vrai. Puis c'est là que tu vois que tu as progressé ou tu as un apprentissage. Puis c'est ça le sport, là. Tu sais, du sport, t'as un nombre... T'as pas un nombre infini de trucs que tu peux faire au hockey, là. Tu sais, tu patines, tu manies, tu passes, tu lances, mais c'est la répétition qui fait que éventuellement t'es capable de faire quelque chose de magique, là. Tu sais, c'est pas sexy la répétition, mais plus que t'en fais. Mais tu sais, toi t'es comédien, tu le sais, là. Tu sais, la même joke, tu sais, quelqu'un qui a pas d'expérience, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui rencontre la même blague, c'est 2 effets complètement différents. Donc, c'est ça la maîtrise. Je comprends. Ouais. Si on peut rentrer plus un peu dans l'actualité ou toi, tu suis le hockey, évidemment, de manière très proche. Tes surprises de la saison actuelle, 2016-2017, justement, parce que toi, tu regardes avant la saison, tu sais, tu me parlais un petit peu avant qu'on commence, juste par exemple, des Panthers. C'est quoi un peu tes surprises cette année? Il y a plein d'équipes là, des équipes comme le Blue Jackets qui font exceptionnellement bien, d'autres qui font moins bien. C'est quoi dans le fond toi cette année un peu tes surprises de l'année? Je dirais les Rangers, les Blue Jackets puis les Canadiens. Ils ont fait nettement mieux de ce que je m'attendais d'eux. Pour quelle raison? C'est ça que j'essaie de comprendre. C'est ça la question. Ouais, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a une partie de la réponse que tu as trouvée dans les statistiques? Ben, leur gardien performe bien, puis leur avant score beaucoup de buts. Là, je pense. c'est assez simpliste comme explication, mais la vraie question, c'est est-ce que c'est de la chance? Puis ça va se replacer, ou est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose de vraiment de spécial, puis ils vont pouvoir
maintenir leurs résultats? C'est ça la vraie question. Comment tu fais parce que la chance, il y en a, ça c'est inévitable. Est-ce que la chance est comptabilisée dans les statistiques? Ben, si tu regardes le PDO, s'il est nettement plus élevé ou moins élevé que 100, normalement, tu vois que il y a peut-être quelque chose. Fait que c'est extrêmement rare que les équipes terminent une saison en haut de 101 ou en bas de 99. Donc, la bande est assez mince. Okay? Mais là, je pense New York sont à 105 ou 103, Columbus aussi, puis les Canadiens sont genre à 103. Là. Fait que ces équipes, tu dis, OK, probablement qu'ils vont retomber sur terre un petit peu, à moins qu'ils s'améliorent au niveau du volume. Puis en fait, les Blue Jackets sont beaucoup améliorés côté volume parce qu'ils ont perdu Seth Jones, puis là, il vient de revenir. Puis c'est un gars qui fait la différence pour eux. C'est quoi parce que vu qu'on est à Montréal, puis on suit évidemment les Canadiens à chaque jour, c'est quoi ton analyse des Canadiens dans le sens que les gens évidemment ils veulent savoir c'est quand qu'on gagne la Coupe Stanley, évidemment, c'est ce que les fans veulent savoir. D'ailleurs, juste avant de te poser cette question-là, es-tu encore capable de regarder une game de hockey comme un fan? Ou des fois quand tu regardes, t'es comme Robocop avec les chiffres qui pop-up et tout ça. Est-ce que t'es capable des fois de juste regarder une game au Centre Bell avec un hot dog puis une bière? Ou tu dis non, l'émotion n'a pas de place dans cette... quand tu regardes une game, dans le fond. Non, mais tu sais quoi, quand je regarde une game en personne, c'est une expérience complètement différente. Que quand tu la regardes à la télé ou sur vidéo. Parce que tu y penses, là, OK. Quand tu regardes quelque chose sur vidéo, c'est 60 frames par seconde, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe entre les frames? Tu perds tout ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, quand tu regardes une vidéo, c'est 60 images statiques par seconde, ce qui est beaucoup, puis ton œil pense que c'est du mouvement. Mais quand tu vois quelque chose en vrai, là, c'est là que t'as toute l'expérience. T'as les bruits, t'as la senteur, t'as tout, là. Les 5 sens. Fait que, en fond, c'est ça, je vais juste revenir. Fait que pour le Canadien, qu'est-ce que tu vois pour le Canadien, statistiquement parlant? Je sens que tu souris en leur dire, fais-moi pas dire des choses que je veux pas dire. Mais, c'est quoi ton analyse, en fond, du Canadien, puis c'est quoi ses chances, c'est quoi l'outlook pour les Canadiens? Ils sont bien corrects. C'est une réponse tiède. Ça reste à voir qu'est-ce qui se passe sans Galchenyuk puis sans Desharnais, parce que du moment où est-ce qu'on se parle, là, ils vont être absents pour je pense 6 à 8 semaines. Puis même quand ils vont revenir, est-ce qu'ils vont être à 100%, on sait pas. Mais perdre deux centres, c'est quelque chose de majeur, là. Par contre, depuis ce temps-là, je trouve qu'il joue très bien. C'est quoi, tu penses, qui sépare en ce moment l'édition actuelle du Canadien d'une équipe qui peut mettre son nom sur la Coupe Stanley? 2 joueurs. 2 joueurs? Ouais. Le 2 sur 20? C'est le 2 joueurs sur 20 que le coach n'arrive pas à gérer. Mais 2 joueurs dans le sens que n'importe quel joueur, ou 2 joueurs des avants, 2 joueurs dans le sens que tu penses qu'il manque 2 attaquants? Est-ce que tu penses qu'il manque... C'est ça, dans le fond, quand tu... Parce que dans le fond, le Canadien ont, comme c'est su, mais leur fenêtre d'opportunité avec les joueurs qu'ils ont actuellement, les contrats qu'ils ont actuellement, est assez... C'est cette année, là. C'est cette année. 2 joueurs cette année, puis... Donc, dans le fond, il y a quelque chose qui... Donc, dans le fond, c'est vrai que les Coupes Stanley peuvent se jouer au trade deadline. Ouais. Parce que c'est là que tu vas chercher les 2 joueurs qui manquent. Ben, rappelle-toi, ça a quasiment marché en 2013-2014. Ils sont allés chercher Vanek. Ouais, on s'est rendu fan de l'Est. Puis, sont allés chercher Mike Weaver aussi, qui était efficace. Ouais. Puis, ils ont monté Beaulieu. Fait que déjà là, ils sont allés chercher un joueur et demi, 2 joueurs, là, tu sais. Ouais. Puis, ça a changé toute la complexion de l'équipe, là. Ouais. Quand il y a eu l'échange de Subban-Weber cet été, tout le monde a sorti, les statistiques. De possession de rondelles. T'as déjà fait part d'un petit peu ton penchant pour piquer Subban, émotif, en tout cas, d'une part. Il y a même des sites internet, je pense, qui comptabilisent la différence entre les 2 joueurs, qui les comparent au fur et à mesure que la saison avance. C'était quoi ton analyse au moment de l'échange? Puis c'est quoi ton analyse maintenant, pratiquement 4, 5, 6 mois plus tard? Est-ce que ça unfold de la manière que tu penserais? Est-ce que ça t'a prouvé le contraire? Ben écoute, Piquet est excellent à Nashville, puis je trouve que chez Weber, il est pas mal bon ici aussi. Fait que c'était... Il est pas excellent, il est juste pas mal bon? Non, on va dire qu'il est excellent aussi. Ah, je sais pas, c'est une question. Non, mais c'est un bon fit. C'est un bon fit pour les 2 équipes. Puis je pense vraiment
sais, à court terme, c'est un échange qui est très égal parce que chez Weber, en avantage numérique, je trouve qu'il amène une dimension que même Piqué n'a pas pour l'instant. Ouais. Il se place mieux pour ses lancers, il est capable de convertir un plus grand pourcentage, puis pour un powerplay assez moyen comme Montréal, c'est un grand atout. À long terme, par exemple, chez Weber, il est plus vieux, son contrat est plus onéreux, donc c'est risqué. Ouais. C'est vraiment à long terme que ça va se jouer, mais si on dit que la fenêtre de la Coupe Stanley à Montréal, c'est cette année ou l'an prochain, il n'y a pas une si grande différence que ça. Là. OK. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai oublié. Ah oui, c'est ça. Il y a des affaires, tu me dis, je pas oublié de parler des trucs. Y a-tu des trucs que tu voulais parler que j'ai pas abordé, des sujets que tu dis, je veux parler de ci ou de ça? Ouais, ben. Que t'as des choses à dire, ouais. Peut-être la dernière chose que je dirais, c'est que j'encourage tout l'auditoire à peut-être juste aller jouer au hockey plus souvent. Parce que. Aller jouer au hockey? Ouais, parce que moi, j'aime ça être sur la glace. Si je vais sur la glace 4-5 fois semaine, puis c'est comme ça, je pense que tu développes un amour pour le jeu, puis même une compréhension additionnelle pour le jeu. Là. Parce que je me rappelle quand j'avais peut-être 8-9 ans, on jouait dehors tous les jours. Ouais. Sur les passements extérieurs à Montréal, tu sais, on avait des très bons joueurs qui embarquaient, des gars qui jouaient, mettons, 2A, même 3A des fois. Mais là, dans les années plus récentes, là, en tout cas, moi, j'y retourne moins souvent, c'est sûr, mais la saison est plus courte, tu sais, l'hiver, il est moins froid. Il y a moins de jeunes qui vont jouer dehors. Puis quand j'y vais, dès que c'est en dessous de moins 15, là, je trouve frileux pour y aller. mais cet hiver, j'espère sincèrement voir plus de Montréalais ou de Québécois, d'aller sur une glace extérieure ou se joindre à une ligue ou apprendre à jouer au hockey ou apprendre à mieux jouer au hockey. Je pense que c'est ça qui va faire la force de notre jeu puis de notre région à long terme. C'est on est capable d'embarquer plus de personnes dans la game. C'est intéressant dans un gars qui justement passe ses journées dans la salle d'ordinateur, de ramener ça à quand même à jouer au hockey. Surtout, ça prend encore plus un sens vu que toi, t'es le prototype de l'immigrant qui est arrivé ici à 6 ans, quoi. T'es arrivé. C'est ça. Qui est arrivé ici, c'est pas comme si tes parents jouaient au hockey ou rien. Mais de quand même avoir, tu sais, un peu d'avoir embarqué dans la chose puis d'avoir embarqué dans la culture du hockey. En terminant, on peut te suivre d'une part sur Twitter. Ton adresse sur Twitter est là. C'est ML underscore, le petit barre par en bas, HAN. OK. Allez voir ça, tout le monde. C'est vraiment intéressant. Tu continues de publier à chaque semaine pratiquement sur des trucs de l'actualité du hockey. Qu'est-ce que tu allais dire? Ouais, puis aussi, j'écris pour The Athletic. Donc, c'est un nouveau site web. Tu sais, ça couvre surtout les sports à Toronto. Donc, je vais écrire souvent sur les Maple Leafs. Peut-être des fois aussi sur les Blackhawks parce que c'est aussi à Chicago. Mais c'est ça, là. Fait que, c'est sur le site, c'est theathletics.com. T'as commencé aussi à écrire sur le site Habs Eyes on the Prize? Ben ça fait longtemps, là. Fait que si j'ai des affaires, mettons, qui sont plus juste Canadien Montréal, ça risque de se retrouver là. Sinon, j'ai quand même une assez bonne archive des articles que j'ai écrits dans les années précédentes. Sur Habs Eyes on the Prize, ça? C'est qui est en fait un site plus d'opinion ou d'analyse ou c'est un site de fans pour les fans? Ouais, c'est ça. C'est plus genre ce qui me tente d'écrire. Là. Il te laisse faire ce que les Canadiens aimaient moins que tu fasses. Ouais, c'est ça. Parfait. Puis en terminant, depuis tantôt, tu regardes ton téléphone, tu as parlé des Blackhawks, là, il est 2h30. Non, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon? On n'est pas trop tard? Non. Alright, cool. Fait que, écoute, merci de venir faire un tour. Ming Long ou Jack? L'un ou l'autre. OK, je vais t'appeler Daniel. Alors, merci d'être passé. Merci. Ouais. Voilà, c'était Jack Han. Donc, vous pouvez aller lire sur lui, comme je dis sur Internet, l'article de Bob McKenzie, très intéressant. Il est à suivre. C'est vraiment un genre de début de carrière. Je lui souhaite vraiment le meilleur, à savoir s'il va monter dans la Ligue nationale. Tout ça, je lui souhaite. C'est un petit peu awkward à la fin parce qu'en fait, il attendait un coup de téléphone, donc on ne devait pas dépasser une certaine heure. Je pense que il attendait un coup de téléphone de Stan Bowman, comme quoi on n'a pas tous les mêmes mardis après-midi. Donc, la meilleure des chances vraiment à Jack ou Ming Long, dépendamment. Ou Daniel. Donc, merci à Jack d'être passé. Puis, je vous souhaite une belle semaine. Et, ouais, c'est ça, là, tu sais. OK, bye. Bye-bye.